Voilà, qui va nous parler des recommandations de la FCE sur la neurostimulation du nerf récurrent. Vous savez que c'est un grand sujet polémique en chirurgie thyroïdienne, notamment. Et ça sera commenté par Frédéric Sebag. C'est... Non, c'est très allé. Je l'ai pas. On a... Si, il y a rien, non, c'est ça. Ah, il y a c'est moi qui ai fait une bêtise. Voilà. Monsieur le Président, chers académiciens, chers collègues, merci pour cette invitation et cette session très intéressante. On va parler aujourd'hui de l'aspect médico-légal que peut avoir l'apparition du dispositif de neurostimulation des nerfs récurrents dans le cadre de la chirurgie thyroïdienne et parathyroïdienne. Donc la neurostimulation, vous en avez entendu parler probablement, consiste, je ne vais pas faire un topo sur la technique, mais c'est un dispositif qui permet théoriquement de détecter le nerf récurrent en péropératoire. Et vous savez que la lésion du nerf récurrent conduit à une paralysie récurrentielle, PR. C'est une complication connue, quantifiée, redoutée, et qui est l'objet quand même de multiples procédures post-opératoires. Le but de la neurostimulation, on utilise assez communément l'acronyme NIM, bien que cela corresponde à une marque, mais ça ira plus vite. Le but affiché par les laboratoires qui commercialisent ces dispositifs était de réduire le taux de paralysie récurrentielle, puisque selon les firmes, on doit pouvoir détecter en péropératoire maintenant de façon quasi absolue la présence du nerf et sa localisation, voire même de faire disparaître les paralysies récurrentielles. Alors, est-ce que le NIM a modifié la façon de juger les PR? On va s'intéresser à l'aspect médico-légal des paralysies récurrentielles depuis l'apparition de ce dispositif. Tout d'abord, comment est jugée la paralysie récurrentielle en France? Comme toute plainte chirurgicale, nos accidents médicaux sont considérés soit comme non fautifs, on parlera d'accident médical ou d'un aléa, soit le juge va considérer que l'accident ou la complication est liée à une maladresse chirurgicale. Et donc, cette fois-ci, elle est considérée comme fautive. Comment s'inscrit l'APR dans ce cadre? Eh bien, le juge, pour savoir s'il s'agit d'un accident aléatoire ou d'une maladresse, va rechercher la responsabilité du chirurgien. Donc, on s'est intéressé de savoir comment était jugée la paralysie récurrentielle en France sur des actes extraits de la jurisprudence administrative. On n'a évidemment pas pu avoir la trace des transactions amiables qui peuvent avoir lieu entre un patient et son hôpital ou un patient et une compagnie d'assurance. Donc là, on a une traçabilité des décisions qui ont été rendues, et c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, c'est pour vous dire ce qu'on a décrypté, 5 décisions du tribunal administratif, 5 décisions judiciaires, cour d'appel et cassation, 2 avis de la CCI, donc entre 2005 et 2014, en tout cas de ce qu'on a pu tracer dans la littérature jurisprudentielle. Alors, sur quoi le juge va porter sa décision? Quels sont les éléments de jugement qui lui permettent de dire si une paralysie récurrentielle est fautive ou non? Tout d'abord, il va vérifier l'indication opératoire. L'indication opératoire doit être justifiée. Prenons 2 exemples. Un avis CCI 2010, donc d'un patient opéré hors APHP, goitre toxique, échec des antithyroïdiens de synthèse, il est opéré d'une thyroïdectomie totale. Les suites sont marquées par un hématome, il est repris immédiatement, et au réveil, une paralysie récurrentielle bilatérale. Que dit l'expert, sachant que les experts sont très souvent suivis par le tribunal? L'hématome, ça a été favorisé par le caractère toxique, la reprise chirurgicale était adaptée et rapide. Il y a eu une PR bilatérale, c'est un accident médical non fautif, car l'indication opératoire était légitime. On excuse. En tout cas, on justifie. Cour d'appel administrative de Nantes 2012, goitre toxique chez une patiente de 38 ans. Après récidive, suite à l'arrêt des antithyroïdiens de synthèse, on a une thyroïdectomie totale, une PR droite. Que disent les juges? L'intervention était justifiée par le caractère, etc. Et finalement, cette chirurgie apparaissait comme la seule indication thérapeutique réellement appropriée. Par conséquent, la requérante n'établit pas le choix de l'option chirurgicale qui serait constitutive d'une faute. Donc quand l'indication opératoire est justifiée, PR ou non PR, les juges ont tendance à dire que cette paralysie récurrentielle s'inscrit dans le cadre d'une indication opératoire justifiée. Donc il s'agit d'un accident médical non fautif. Le juge va ensuite vérifier que l'information a été donnée et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique à la chirurgie. Je vous rappelle que le but de l'information, ce n'est pas de dire au patient qu'il risque d'avoir une complication, c'est de lui laisser une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé pour une intervention qui n'était pas impérieusement requise. C'est ça le but de l'information pour un juge, c'est pas de dire vous risquez de faire une paralysie récurrentielle, le juge va dire je m'en fous.
Je veux savoir si vous avez donné la possibilité à votre patient de se soustraire à la chirurgie et si réellement il n'avait pas d'autres alternatives. C'est ça l'information pour un juge. Ce n'est pas tout à fait le même regard qu'on a, nous, chirurgiens. Prenons 2 avis de jugement. Tribunal administratif de Paris 2013, goitre, thyroïdectomie totale, PR unilatérale. Il y a beaucoup de choses, mais malgré une information qui a été délivrée par le chirurgien, qui spécifiait même que le malade a été informé, qu'il a été précisé « je pratiquerai une thyroïdectomie totale dont je l'ai informé des risques et aléas, notamment sur les plans récurrentiels ». Pour le juge, on a une présomption de délivrance de l'information. Bon. Madame X n'a pas eu copie de ce courrier, elle conteste formellement avoir été informée du risque de lésion récurrentielle. Dans ces conditions, la PHP ne peut pas être regardée comme rapportant la preuve que Madame X a été informée de façon complète. Et donc on ne lui a pas donné toutes les chances de pouvoir se soustraire au risque. Donc même si vous marquez dans un courrier « je l'ai informé », ce n'est pas suffisamment détaillé, il faut prouver que la patiente a bien compris que le risque était présent et qu'elle pouvait se soustraire à la chirurgie, en bref, qu'elle avait d'autres alternatives que ce que vous lui avez proposé. L'information a été donnée, mais incomplète selon le juge. Ça ne permettait pas à la patiente de soustraire au risque. Donc là, on a été reconnu comme fautif. Troisième élément sur lequel le juge va fonder sa décision, c'est de savoir si la technique chirurgicale était adaptée et surtout l'expérience du chirurgien. En gros, le juge veut savoir si vous êtes à jour de l'art médical, si on peut s'identifier comme un spécialiste de cette chirurgie, si on peut prouver que le suivi et la gestion de la complication ont bien été organisés et conformes aux règles de l'art. Cour d'appel d'administratif de Paris 2012, 42 ans, goitre prétoxique plongeant, thyroïdectomie totale, PR bilatérale. Comment on juge ça? L'expert dit l'indication chirurgicale était justifiée, goitre plongeant, prétoxique, d'accord, chez une patiente jeune, mais elle n'était pas urgente, en tout cas pas impérative. L'information sur les risques de PR bilatérale était incomplète. Et là, c'est pour la première fois qu'on voit apparaître en 2012 la notion de neuromonitoring. Le monitoring, donc le NIM, aurait probablement permis de préserver un des nerfs. Là, le juge a retenu une maladresse chirurgicale parce qu'il estimait que la patiente avait été insuffisamment informée et que l'indication opératoire et la technique utilisée étaient inadaptées. Même histoire, mais cette fois-ci à Paris, cour d'administratif d'appel, 2006, 64 ans, volumineux nodule gauche plongeant, lobe gauche, PR gauche. L'expert dit l'indication chirurgicale était formelle, c'était un gros nodule plongeant, la technique opératoire était conforme et l'expérience du chirurgien était reconnue. Cette fois-ci, on a retenu l'aléa thérapeutique. Pourtant, c'est 2 histoires identiques avec un jugement très différent. Ce qui a joué dans la balance, c'est que dans un cas, l'expérience du chirurgien était reconnue comme attestant de son expertise dans ce domaine. Alors comment font nos voisins européens? Comment est jugée la paralysie récurrentielle en Allemagne? Article de Draleux, que vous connaissez peut-être, qui est un fervent défenseur de la neurostimulation. Il a fait une étude sur le rendu de verdict après plainte post-thyroïdectomie sur un site de gros volume, donc le sien, excluant les transactions amiables, comme l'étude qu'on vient de faire, puisque pour les transactions amiables, on n'a aucune note, on n'a pas de traçabilité. Son objectif, c'était de connaître les décisions de justice civile ou amiable par les tribunaux administratifs, et évaluer l'évolution de la jurisprudence sur les 10 dernières années depuis l'apparition du NIM. 75 plaintes ont été analysées, donc il y en a 64% rendues par le Bureau national d'arbitrage médical, c'est l'équivalent de notre CRCI, et par les tribunaux civils, à peu près 40%. On constate que le délai moyen entre la chirurgie et la plainte est de 35 mois. Bon, c'est à peu près pareil en France. En revanche, la durée moyenne des procédures est de 13 mois. C'est beaucoup plus long en France. Donc, ils sont plus rapides en Allemagne pour donner un avis. Quelles étaient les causes de litige? PR unilatéral 28%, bilatéral 30%. Enfin, en gros, c'est 30%, 30%. Dans 50% des cas, les PR bilatérales ont été suivis d'une trachéotomie, donc comme ici. Il y a eu des procédures dans 15% des cas pour une paralysie récurrentielle associée à une hypopara, 13% de procédures pour hypopara et d'autres 15% hématome, infection, décès. Quels ont été les verdicts? Alors vous allez voir, c'est assez surprenant chez les Allemands. Dans 76% des cas, lorsqu'il s'agissait d'une paralysie récurrentielle unilatérale, cette complication était considérée comme non fautive. Alors qu'en France, c'est presque 50-50. Ça dépend, comme on l'a vu, des éléments qu'on a évoqués plus haut. Elle était considérée comme non fautive si c'était une lobectomie, si le geste, bien entendu, avait été unilatéral et non pas pour les thyroïdectomies totales, que le NIM était utilisé ou pas. En revanche, pour les paralysies bilatérales, c'est l'inverse.
dans 77% des cas, donc l'inverse de ce qui est jugé pour la paralysie unilatérale, la complication est considérée comme fautif. Et les motifs de reproche faits par le juge au chirurgien, c'est d'avoir reproché de totaliser d'emblée la thyroïdectomie. Pour le juge, il apparaissait souvent, ou pour les experts, que c'était injustifié. Il était reproché aussi de ne pas avoir repéré visuellement le nerf parce que ça n'était pas décrit dans les comptes rendus opératoires. Et pour ce qui concerne le NIM, pour les paralysies récurrentielles, on observe 2 périodes. Avant 2007, il n'y avait aucune discussion médico-légale sur son utilité en Allemagne. Et après 2007, 4 débats, mais plutôt pour mauvaise utilisation du NIM. L'objectif n'a pas été de dire vous n'avez pas utilisé le NIM, donc vous êtes fautif. L'objectif a été de dire vous avez utilisé le NIM, vous avez une paralysie récurrentielle, mais vous êtes fautif d'avoir mal utilisé le NIM. De sorte qu'il n'y a pas eu de condamnation en raison de la non-utilisation du NIM, mais de sa mauvaise utilisation. En gros, que dit Draleux? Ça, c'est plus inquiétant. En raison de l'amélioration technologique et de son coût se réduisant, le NIM devient plus largement disponible, facilitant son utilisation. En raison de la diffusion mondiale du NIM, il va devenir difficile de défendre les futures plaintes pour faute professionnelle lorsqu'est survenue une paralysie récurrentielle bilatérale, alors que le NIM n'a pas été utilisé du premier côté, et conformément aux standards internationaux. Pour Draleux, il va être de plus en plus difficile, voire même indéfendable, de ne pas utiliser le NIM si on fait une thyroïdectomie totale. Jusqu'à présent, en Allemagne, il n'y a pas eu de condamnation pour défaut de moyens. Ceux qui ont utilisé le NIM versus pas n'ont pas été condamnés en cas de paralysie récurrentielle, unie ou bilatérale. Que disent les Américains? Donc, ils se sont intéressés au problème. L'objectif de cette étude récente, Surgery 2010, était d'évaluer l'impact de l'utilisation du NIM dans les discussions médico-légales sur les 20 dernières années. Avec Draleux, c'était sur les 10 dernières années. Là, Draleux, lui, c'est sur 20 ans, puisqu'ils utilisent le NIM déjà depuis quelques années. La méthode est toujours la même, on recherche les décisions de justice traçables après thyroïdectomie. Et ils se sont intéressés aux complications considérées comme fautives par les juges. Ils ont retenu 143 procédures retenues et aux États-Unis, on est condamné, le motif de condamnation en général c'est négligence. Donc 33% de condamnation sur les 143 procédures, 33 condamnations pour négligence. Parmi ces 33 condamnations, 46%, presque la moitié, concernaient des paralysies récurrentielles, et dans 30% des cas, CPR était bilatéral. Quand on analyse l'article en détail, la décision du juge n'a jamais tenu compte de l'utilisation du NIM ou non. La conclusion de l'article, c'est qu'actuellement, le NIM ne peut pas être considéré comme un standard de soins, car la littérature médicale n'a pas montré de façon concluante que le monitorage du nerf était supérieur aux méthodes traditionnelles de visualisation, d'inspection et de préservation du nerf. C'est une conclusion radicalement différente de celle de Draleux. Donc aux États-Unis, on essaie de se protéger de l'utilisation systématique du NIM, versus en Allemagne, où on a tendance à pousser les chirurgiens à l'utiliser. Pour les Américains, pour se protéger de poursuites judiciaires concernant les PR, 5 recommandations: l'information +++, l'examen ORL préopératoire s'il y a des antécédents de chirurgie cervicale, visualiser le nerf, le décrire sur son compte rendu opératoire et gérer ses complications. Vous verrez que les conclusions françaises sont identiques. Donc la paralysie récurrentielle est un risque judiciaire connu, mais évolutif. Pour l'instant, elle est considérée, cette complication, comme un accident médical non fautif, à condition qu'on ait respecté plusieurs points. D'abord que l'indication opératoire est indiscutable. Pour savoir si l'indication opératoire est indiscutable, le juge va aller voir si on a respecté les recommandations. L'information doit être délivrée chez le patient, mais surtout tracée. On doit pouvoir prouver que le patient a reçu l'information. Et n'oubliez pas que pour le juge, l'information délivrée n'est pas la même que pour nous. Pour un juge, donner l'information, c'était donner les possibilités au patient de refuser l'intervention. Et si on l'opère, c'est parce qu'il n'y avait pas d'alternative à la chirurgie. Donc ça, il faut pouvoir le prouver. Ensuite, il faut prouver que la technique opératoire était conforme aux règles de l'art. Pour ça, le juge va s'appuyer sur le compte-rendu opératoire. Si vous avez une paralysie récurrentielle et que vous n'avez pas décrit votre nerf dans le compte-rendu, il va dire bah, vous ne l'avez pas regardé, donc vous l'avez lésé. Donc c'est fautif. Votre technique n'était pas adaptée. Pour l'instant, en France, le NIM n'a pas encore pesé dans les décisions judiciaires. Enfin, en cas de complication, vous devez prouver que le suivi a été consciencieux et conforme. Bien sûr, s'il y a eu des complications, et il ne faut pas hésiter à confier à un collègue pour gérer votre complication, plutôt que de s'acharner à vouloir suivre un patient et ne pas faire ce qu'il faut. Alors, la synthèse de la FCE qu'on avait présentée au congrès de la FC l'année dernière sont les suivantes.
Quels étaient l'avis de nos collègues de la FCE concernant l'utilisation du neuromonitoring? Actuellement, en France, 65% des chirurgiens membres de la FCE utilisent le dispositif contre 30% aux États-Unis. Donc c'est le double en France. 25% des utilisateurs français sont prêts à abandonner le dispositif. Ce qui pousserait les non-utilisateurs à utiliser le NIM, c'est d'obtenir des études de haut niveau de preuve. Donc plus de la moitié des chirurgiens qui ne l'utilisent pas disent « donnez-moi les preuves que ça marche ». Et ce qui pousserait presque la moitié d'entre eux aussi, c'est si la législation changeait, c'est-à-dire que si les juges nous poussaient à l'utiliser, eh bien presque la moitié des collègues seraient prêts à l'utiliser. Sur les aspects techniques, on peut utiliser le NIM à condition de savoir utiliser les algorithmes standardisés en cas de perte de signal. Donc savoir connaître, comprendre les problèmes techniques, savoir un certain nombre de... Enfin bref, comprendre comment fonctionne le dispositif, sinon ça ne sert à rien. Savoir interpréter l'onde EMG en plus du signal sonore. Le bip-bip qu'on obtient en posant la sonde sur le nerf ne suffit pas. Il faut savoir interpréter la courbe. Et il faut bien entendu respecter des impératifs techniques comme stimuler le nerf vague avant et après dissection du nerf récurrent. Est-ce qu'on réduit finalement le risque de paralysie récurrentielle en utilisant ce dispositif? Quels sont les résultats de la littérature des études nombreuses mais les mieux faites? Pour l'instant, pas de différence significative sur le taux de paralysie récurrentielle lorsqu'on visualise le nerf ou lorsqu'on utilise le NIM. En revanche, ce qui ressort des études, c'est que ce dispositif permet d'identifier les variations anatomiques avec plus de précision. Il semblerait que ce soit plus confortable pour le chirurgien, bien que cela semble majorer son stress. Ça permet d'identifier le nerf laryngé supérieur, mais ne réduit pas non plus le taux de lésion de celui-ci en utilisant le NIM. Il semblerait qu'il y ait une tendance à moins de paralysie récurrentielle transitoire, bien que ce soit une recommandation de grade C. Aucune étude n'a statistiquement prouvé une réduction des PR bilatérales jusqu'à présent. Sur l'aspect médico-légal, la frontière entre la maladresse et l'aléa est extrêmement ténue. Dans tous les cas, le législateur, avant de décider si une PR doit être considérée comme fautive ou non, va regarder si l'indication était formelle, si l'information était tracée, si la technique a été décrite dans le compte-rendu, si le suivi a été rigoureux, et si vous avez pris en charge vos complications, prendre en charge, c'est aussi parfois transférer son patient vers des collègues plus compétents. Le NIM, pour l'instant, n'a pas encore été l'objet de discussions médico-légales en l'absence de preuve de sa supériorité versus l'absence d'utilisation. Le droit, n'oubliez pas que le droit est évolutif, parallèlement aux données acquises de la science, et il n'est pas exclu que le NIM finisse par s'imposer dans les tribunaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je demande à Frédéric Sebag de venir commenter cette communication. Je rappelle aussi le poids des recommandations des sociétés savantes vis-à-vis des juges et des tribunaux. Monsieur le Président, Messieurs les membres de l'Académie, nous vous remercions de nous avoir fait l'honneur de nous inviter et nous remercions grandement Christophe Tressellet de nous avoir fait une remarquable revue de l'état actuel des données, notamment scientifiques, mais aussi bien sûr médico-légales qui sont peut-être les plus importantes, notamment pour notre pratique quotidienne et la conduite que nous avons à tenir. Plusieurs commentaires sur cette remarquable présentation qui nous donne finalement un fil guide sur un certain nombre d'éléments que nous connaissions déjà sur l'information aux patients, mais également sa traçabilité. Un point qui m'a semblé clé, c'est la différence d'information qui est celle que nous percevons en tant que chirurgien et notre relation entre le chirurgien et le patient, et celle qui est l'information légale, avec cette notion de possibilité de se soustraire, qui est une nuance primordiale, et qui, avant cet exposé, personnellement ne me semblait pas si clair et qui a été remarquablement démontré ici. Quelques commentaires. Il est vrai que, avec le travail qui a été fait par l'équipe de la Pitié, par l'ensemble des équipes de la FCE et notamment l'équipe de Lyon aussi, on a aujourd'hui donc, je dirais, un texte, des recommandations, une position d'une société scientifique assez forte sur ce sujet et qui reste un sujet épineux et présent et qui nous permet, je dirais, si ce n'est de nous abriter, parce que le but n'est pas de partir s'abriter, mais d'être informé et d'agir en fonction. Donc vraiment, ça c'est un élément qui est important. Notre notion qui est remarquable dans l'exposé de Christophe, c'est ce système un peu comparatif entre l'Allemagne, les États-Unis, l'Amérique du Nord, avec une logique très différente, et la France, où on récupère des informations. Alors, il est vrai que le point de vue est différent.
Il est vrai que donc l'exposé de Henning Drahle, les publications d'Henning Drahle, il faut savoir que lui, je crois que toutes les procédures sont monitorées dans son équipe. Je crois qu'en Allemagne, plus de 60, je ne sais pas si on n'est pas à 80% des procédures de chirurgie thyroïdienne sont neuromonitorées. Donc ils ont un système peut-être un peu à contrario, c'est-à-dire comment démontrer qu'on a bien utilisé le NIM, et finalement peut-être pas utiliser ou ne pas utiliser le NIM. Aux États-Unis, on a un abord qui est tout à fait inverse, et c'est vrai que quand on va exercer un petit peu là-bas, on est assez surpris de ce pays qui est extrêmement, on va dire, si ce n'est légaliste, en tout cas, sont des grands professionnels, des grands procéduriers, et en même temps, une position des sociétés scientifiques et des pratiques extrêmement ouvertes, on dirait qui côtoie l'esprit de la libre entreprise, mais la libre entreprise au niveau chirurgical, où finalement les choses doivent être le plus ouvertes possible, avec la logique de chacun assumera ses responsabilités. Et on va dire peut-être le monde français qui fait un peu le lien entre les deux, qui a peut-être un peu plus de mesures, avec des fois le côté décevant de cette mesure, de ce moyen terme. Et comme tu l'as très bien montré sur la partie initiale de l'exposé, finalement on a des situations qui sont tout à fait similaires et un jugement qui est tout à fait opposé, et qui met d'ailleurs le chirurgien dans une situation qui est totalement ambivalente. Donc ça, c'est une situation un petit peu difficile. Autre notion qui m'a semblé très importante, c'est celle que tu signales, c'est l'évolutivité de la position de la justice. C'est-à-dire nos référents en droit, entre guillemets, ceux qui vont juger de nos pratiques, et du distinguo entre ce qui sera de l'aléa ou de notre faute en tant que chirurgien. Et bien cette notion, on l'a vu déjà, n'était pas claire, mais sujette à évolution au fil des années. Alors, une petite question pour terminer. À toi qui es pétri maintenant de cette littérature, on s'appuie sur un papier de Drahle 2012, le papier de Surgery 2010, on est aujourd'hui en 2016. Aujourd'hui, la société arrive à camper une position qu'on peut dire de relativement protectrice pour les équipes chirurgicales, avec un fil guide solide sur lequel on peut s'appuyer pour informer au mieux nos patients et le faire, je dirais, dans les normes les plus correctes. Est-ce que tu penses que cette position pourra être tenue encore longtemps, ou est-ce que tu penses qu'on va assister à une dérive dans les années à venir? On l'a vu dans une de tes dernières planches de ton exposé. Aujourd'hui, il y a une recommandation, elle est soit de grade C, qui évoque le risque de PR transitoire, peut-être plus faible avec le neuromonitoring. En tout cas, merci encore de cet exposé. Merci pour tes félicitations. Oui, le droit est évolutif et le droit, comme je le disais dans une des dias, évolue en fonction des données acquises de la science. C'est d'ailleurs un des termes juridiques. Le jour où on aura un papier randomisé bien fait qui montrera qu'à l'évidence, on réduit le taux de PR bilatéral de façon très significative et plus encore le taux de PR unilatéral, oui, on ne pourra plus justifier de ne pas utiliser le NIM parce que tous les experts s'appuieront sur ce papier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de littérature très contradictoire, il y a des papiers qui montrent que c'est pareil, d'autres légèrement mieux, mais on n'a pas de littérature qui enfonce le clou en disant ne pas utiliser le NIM est criminel, et pour l'instant cette technique n'est pas opposable. Donc la position, comme tu l'as dit, de la FCE qu'on va publier, j'espère, à la rentrée, est assez équilibrée. Elle n'interdit pas le NIM, elle ne dit pas que ça sert à rien, mais elle dit que ça n'est pas une perte de chance pour les patients dans des mains expertes de ne pas l'utiliser en l'état actuel de nos connaissances. François Richard. Oui, je vais te féliciter, Christophe, pour vraiment la clarté de cet exposé. Tu as évoqué les sociétés savantes, les recommandations des sociétés savantes, mais tu as dit aussi à un moment dans ta communication que les juges suivaient souvent les experts. Or, le problème, dans un cas comme celui-là où il n'y a rien d'évident, quand il y a une publication évidente dans un sens ou dans l'autre, c'est relativement plus facile. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains experts plus portés à croire à des technologies comme le NIM, aboutissent à des conclusions de tribunaux disant, comme en Allemagne, il faut faire le NIM, et qu'ensuite ça fasse jurisprudence sans qu'il y ait de preuves véritables. Et donc là j'en viens, parce que l'Académie nationale de chirurgie a créé une section des experts médicaux, et qui je crois est quelque chose de très important. Est-ce qu'il est prévu une espèce de formation continue des experts pour ces terrains qui sont des terrains mouvants dans l'interprétation des résultats de ces techniques? Alors, merci pour cette question. La différence, comme l'a souligné tout à l'heure le professeur Sebag, entre nous, Français, et les autres pays, c'est que le juge en France a une grande liberté de décision. Très grande liberté, qui est probablement beaucoup plus importante qu'en Allemagne ou aux États-Unis.
De sorte que, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, entre deux histoires identiques, on peut avoir deux jugements radicalement différents. Donc sur quoi s'appuie le juge? C'est pas seulement sur les données acquises de la science, mais il fait confiance à l'expert. L'expert a un peu tout pouvoir, donc il peut rendre, voilà. Et donc le juge va se reposer sur ce qu'en a retenu l'expert, c'est-à-dire s'il est mal réveillé ou s'il n'aime pas le chirurgien condamné, ça peut aboutir à des jugements très différents. La formation continue des experts, ça n'existe pas, malheureusement, puisque les experts, par définition, sont souvent des médecins indépendants qui en ont fait leur métier de l'expertise, et il n'y a pas, à ma connaissance, de société savante des experts qui se met à jour des connaissances médicales. Donc ça repose souvent sur leur intime conviction, et on a parfois des rendus d'expertise qui sont complètement délirants et décalés ou totalement dissociés de la réalité du terrain et de la chirurgie. Donc oui, c'est le problème. C'est un, la compétence des experts, et deux, la très grande liberté des juges. D'où l'intérêt des contre-expertises et des Absolument. Absolument, et on arrive à casser quand même des jugements, heureusement, de temps en temps. Quand on arrive à prouver que la littérature n'est pas du tout en adéquation avec les conclusions de l'expert, on peut casser des jugements et obtenir l'appel, heureusement. Encore deux questions, s'il vous plaît. Jean-Louis Krems à Poitiers. Un des principaux avantages du NIM, c'est quand même d'éviter une complication majeure qui est la PR bilatérale. Et donc, ce qu'on pourra retenir éventuellement contre le chirurgien, c'est d'avoir un contrôle négatif d'un côté et d'avoir voulu à tout prix poursuivre de l'autre côté. Et je crois que la politique actuelle, c'est plutôt donc, si on a un contrôle négatif du premier côté, d'arrêter là l'opération, qui n'a pas forcément de caractère urgente, et de différer la totalisation de la thyroïdectomie après récupération de la PR. Oui, sans doute, sauf que, alors c'est vrai pour l'Allemagne, où à chaque fois qu'il y a eu des PR bilatérales, on a condamné les chirurgiens en disant que, NIM ou pas, on n'aurait pas dû s'acharner à attendre l'examen ex-tempo ou l'analyse définitive du premier côté. C'est pas vrai aux États-Unis, où NIM ou pas NIM, la PR bilatérale reste, dans la plupart des cas, non fautive si l'indication était justifiée. Il y a eu une étude qui avait été faite par l'équipe suisse de Triponnet, qui ne relevait pas vraiment davantage à arrêter la chirurgie en cas de perte de signal, parce qu'il y a beaucoup de défauts techniques. Peut-être que dans l'avenir, ça va s'améliorer, mais il y a souvent aussi des défauts techniques qui donnent des faux non-signaux. Voilà. Deux toutes petites questions, si vous voulez, parce qu'il y a encore quelques communications derrière, mais je savais que cette communication serait source de questionnement. Ouais. Ribardière, pour situer ma position, entre 1969 et 2002, j'ai fait environ 2000 thyroïdes. D'ailleurs, notre ami Fabrice Ménégo peut très bien en témoigner. Alors j'ai quand même des commentaires à faire sur ce problème des récurrents. Le premier, c'est que sur 2000 thyroïdes, je n'ai jamais eu de plainte. Pourtant, j'ai eu des paralysies récurrentielles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'autrefois, on n'avait pas idée de porter plainte pour une paralysie récurrentielle. J'ai moi-même été rééduqué pour une paralysie récurrentielle virale. J'ai récupéré parfaitement ma voix. C'est-à-dire que la plupart des malades qui avaient eu des paralysies récurrentielles, entre les mains d'un rééducateur normal, retrouvent sa voix. Donc ça n'est pas un préjudice majeur. Le deuxième, vous avez parlé de la justification d'une intervention chirurgicale. Mais les choses se sont modifiées avec le temps. Il y a 25 ans, les endocrinologues nous envoyaient tous les nodules froids. Ça n'était pas nécessaire à l'époque. Maintenant qu'on a la cytologie, on sait si on les opère ou pas. L'échographie même qui permet de savoir s'il y a des critères de malignité ou pas. Donc autrefois, on opérait beaucoup plus de malades sans plainte. Maintenant, on opère moins avec des plaintes. Ensuite, sur le plan technique, je peux vous dire que quand vous avez été bien formé, que vous êtes très attentif, il est très rare de ne pas trouver les deux récurrents. Ou alors c'est que vous n'avez pas une grosse expérience. Et si vous ne voyez pas le récurrent, c'est pas le NIM qui va vous changer quoi que ce soit. La dernière chose presque que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir vu un récurrent parfaitement, l'avoir parfaitement suivi de bout en bout et avoir une paralysie récurrentielle. Et je veux dire que dans ces cas-là, vous êtes drôlement vexé. Vous vous dites, mais comment se fait-il? Pourtant, je l'ai vu, ce récurrent. Comment un pauvre juge, parce que les juges sont des pauvres gens souvent, peut-il dire, mais il l'a vu, il y a une paralysie, ben comment ça se fait? Eh bien, comment ça se fait que l'aléa dans notre chirurgie, elle existe partout et tout le temps? Voilà, merci. Juste pour vous dire, vous avez raison, les temps changent. Les gens sont plus procéduriers.
Et le juge n'y connaît rien, ils le disent eux-mêmes, et donc se fondent sur ceux en qui ils font confiance, c'est-à-dire les experts. Donc à nous de montrer qu'on peut se défendre et qu'il y a des Philippe arguments. Bonichon. Oui. Pardon, j'avais pas. Non. Attends, oui. Non, je vais d'abord Monsieur poser Laudois. la question, je passe le micro. Il y a un point important. Sur le nombre de parésie récurrentielles bilatérales, combien a-t-il eu de pourcentage de trachéotomie? Alors en moyenne, la paralysie récurrentielle bilatérale, ça c'est bien décrit dans la littérature, c'est 1 pour 1000, donc c'est rare, mais c'est 50% en moyenne dans toutes les séries. Voilà, c'est 1 sur 2. Dernière question. Bien sûr. Question Remarque. rapide, Christophe. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, en matière de cancer, l'indication étant indispensable, le problème ne se pose pratiquement pas. Absolument. Donc, je voudrais bien que tu me confirmes cette On est rarement poursuivi dans le cadre de cancer, quelle que soit la complication, versus un goitre bénin. Là, effectivement, si on tombe sur un expert mal embouché, il peut dire qu'il n'y avait pas d'indication opératoire parce qu'on n'a pas laissé au patient la possibilité de se soustraire à cette chirurgie qui n'était pas indispensable. Et deuxième question, toutes les plaintes dont tu nous as parlé, elles concernent évidemment des patients qui ont des séquelles définitives. Non, pas forcément. Non. Les séquelles transitoires aussi, elles font l'objet de procédures, hein, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et les jugements sont... Mais c'est devenu un business aussi, donc... Merci Voilà, beaucoup. merci. Bravo pour cette communication et ces informations.